À la une de l'actualité ce soir, l'inquiétude de l'opposition politique sur le processus d'enrôlement des Burkinabés de l'étranger. Peu d'engouement, risque de fraude, dénonce le chef de file de l'opposition politique. De quoi s'agit-il exactement? Dans ce 9h30, l'opposant Edi Komboigo viendra nous en dire plus. À suivre également dans ce 9h30, cette sortie de Safiatou Zongo Lopez. Elle prône désormais le retour à la paix et à la cohésion sociale à travers un nouveau mouvement de la société civile. Vous allez le voir, c'est un mouvement qui prône le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et de l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Dans le secteur des transports, retour au dialogue avec le gouvernement et les organisations de transporteurs. Ça sera samedi prochain. De quoi stopper les velléités de grève. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal. Merci de nous choisir. La grève illimitée des transporteurs routiers n'a pas eu lieu. Elle devait débuter ce jeudi, mais très vite, le gouvernement a désamorcé la bombe en convoquant un dialogue le samedi prochain. Roméo Kuita. Lors de leurs multiples débrayages, les alentours de cet endroit sont généralement pris d'assaut par les transporteurs frondeurs qui y garent leurs camions. Mais ce matin, le site est complètement dégagé. Gros porteurs et cars de transport en commun circulent librement. Pas de mouvement particulier de quelconque gréviste, nous dit ce péagiste. Bon, apparemment, la finance ce matin, ça continue à circuler. On ne sent pas tellement leur grève là actuellement. La grève illimitée annoncée en grande pompe pour ce 16 janvier par un groupe de transporteurs n'a donc pas eu lieu. Et pour cause, le gouvernement a étouffé la crise dans l'œuf. Hier, dans la soirée, les initiateurs du mouvement ont été invités à un dialogue avec le Premier ministre le samedi 18 janvier prochain. Les grévistes ont donc décidé de surseoir à leur manifestation en attendant les conclusions de cette rencontre. Nous sommes réunis. Nous avons planché tard dans la nuit. Je vais vous donner un secret, c'est jusqu'à pratiquement 1h du matin que nous avons fini par nous mettre d'accord. Certains voulaient continuer la grève jusqu'au samedi. Et finalement, c'est la voix de quelques sages. Quelques sages a prévalu. Parce que pratiquement... Les discussions vont tourner autour des sempiternelles questions de la mise en place de la fêtière unique des transporteurs et la gestion du fret. Mais au-delà de ces points de revendication à l'origine de la fronde, le gouvernement doit également concilier les positions, car les organisations syndicales des transporteurs elles-mêmes sont divisées sur ces questions. Sur les 19 organisations socio-professionnelles des transporteurs, 15 sont pour la mise en place immédiate de la fêtière. Les 4 autres militent pour un assainissement du milieu avant l'institution de la structure fédératrice. Les positions sont donc tranchées et pire, aucune partie ne semble favorable à un compromis. Personne n'est signataire en fait, mais quand ils sortent, ils nous citent tous. En matière de diplomatie et de relations internationales, le gouvernement peut compter sur les ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires à la retraite. Regroupés en association, ils ont été reçus en audience hier par le Premier ministre Christophe Dabiri. L'association des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires à la retraite du Burkina regroupe tout ce monde à la retraite qui se disent qu'ils ont encore quelque chose à partager, d'abord entre eux et leur famille, par une activité sociale soutenue, et aussi de mettre à la disposition de nos autorités notre expérience, surtout en matière de diplomatie et de relations internationales. Ça a été l'occasion pour nous de lui présenter notre association, ses activités, ses ambitions, son programme annuel d'activité et de lui dire notre soutien à l'action qu'il mène comme chef du gouvernement dans une conjoncture que vous connaissez très difficile. Vous savez, quand on regarde comparativement l'âge de la grand-mère, il est encore jeune et nous sommes aussi jeunes que lui pour l'accompagner dans son action. Et c'est un devoir de génération que de lui apporter et de mettre disponible à son niveau notre expérience, nos compétences et aussi nos relations, parce que le monde est ce qu'il est. Une
seulement ne ramasse pas la farine. Et dans le contexte national, il est encore plus important que nous nous disponibilisons pour son action et accompagner pour le retour à la paix dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport aux efforts et à la recherche de solutions, d'alliances efficaces pour vaincre l'ennemi commun qu'est le terrorisme au Sahel et au Burkina Faso en particulier. Les ambassadeurs en activité qui devront contribuer, eux, cette année au succès du vote des Burkinabés de l'étranger. Et tout commence par le processus d'enrôlement de ces Burkinabés, un processus qui fait déjà grincer des dents. Ce jeudi, l'opposition politique a tiré la sonnette d'alarme. Elle parle de faiblesse, de participation et elle en veut pour preuve l'exemple de la Côte d'Ivoire. Sur 1 300 000 Burkinabés immatriculés, seulement 1419 se sont enrôlés après une semaine d'opération. Et plus grave, l'institution chef de file de l'opposition politique parle de fraude dans le processus. Abdourazak Traoré. Près de 2 semaines après le lancement de l'enrôlement biométrique de la diaspora burkinabé en vue du scrutin de 2020, l'opposition politique crie à des fraudes et à des dysfonctionnements graves. En Côte d'Ivoire, des individus auraient été pris en flagrant délit. Des individus ont été pris en main de délivrer des CNB dans une école. Nous détenons d'ailleurs des preuves vidéo des faits. L'ambassadeur alerté s'est d'ailleurs rendu sur les lieux. Il nous est révélé que dans certaines localités, dont nous taisons pour le moment les noms, des individus proches du pouvoir en place distribuent ouvertement de l'argent à ceux qui s'enrôlent. Il faut également noter le fait que dans 2 pays, il y a des difficultés pour entrer des kits biométriques dans ces pays-là à cause du lithium dans les batteries dans des ordinateurs. En plus de ces présumés cas de fraude dénoncés, le chef de file de l'opposition politique a constaté une faible participation à l'opération. En Côte d'Ivoire, où une mission a séjourné notamment à Abidjan, les kits d'enrôlement sont insuffisants. Bon nombre de compatriotes ne détiennent pas de CNIB et de passeport, des documents exigés pour l'enrôlement. La mission de l'Office national d'identification est toujours sur place pourtant, mais pour le CEFOP, la délivrance simultanée de ces documents et de la carte d'électeur rend ardue l'opération pour la diaspora. Conséquence, le bilan à mi-parcours est en deçà des attentes, s'alarment les conférenciers du jour. Ils voient en cette situation un sabotage, une manœuvre du pouvoir MPP d'aller à un vote à minima de la diaspora. Sur un potentiel de 2 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, plus d'une semaine après, nous n'avons que 1600. 1400, je crois. Aujourd'hui, j'ai eu les statistiques, ça fait à peu près 1600 à ce jour. Nous, on s'inquiète. Et lorsqu'on regarde leur processus d'enrôlement, c'est pour nous dire, à la fin, que sur un potentiel de 2 millions, 2 500 000 de la diaspora, on n'a plus qu'enrôler environ 20 000 ou 30 000. Nous sommes loin du compte. Et donc, si on veut enrôler encore, il faut reporter la date. C'est pourquoi nous disons, nous sommes vigilants. Et pour surmonter cet imbroglio, le CEFOP appelle l'exécutif à tout mettre en œuvre pour modifier le code électoral conformément aux recommandations du dialogue politique. Il permettra aux équipes de la CENI d'être plus proches des potentiels électeurs. Proroger les délais de délivrance des CNIB validité des CNIB expirés jusqu'au 31 décembre 2021. Ce sont entre autres des propositions faites ce 16 janvier. Pour en savoir davantage sur ces griefs, l'opposant Idi Komboigo, président du CDF et membre du CEFOP, est sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Là, vous portez des accusations assez graves quand même. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Quels sont les éléments, effectivement, de constat ou de preuve que vous avez? Vous savez, je me suis rendu à Abidjan le 6 janvier dernier et le 7, je me suis rendu au consulat. Je suis allé également dire bonjour à l'ambassadeur. Nous avons constaté qu'à l'ambassade, il n'y avait aucun kit. Il n'y a pas de bureau pour faire l'enrôlement. La question a été posée à l'ambassadeur qui dit que le matériel qui devait être utilisé à l'ambassade ont été déportés au consulat. Au consulat, il n'y avait que 5 kits.
tout ce monde-là. Nous sommes entretenus avec le personnel pour comprendre avec le consul. Il semble qu'ils ont une volonté de porter le nombre de kits à 20. Il n'y a pas d'engouement, certes, parce que ceux qui avaient des cartes consulaires depuis 2013 ont vu leur carte consulaire périmée. Ils sont en train de les renouveler. Et il y en a plusieurs également qui n'ont pas la carte d'identité. En plus de ça, il y a la désorganisation que l'on a pu constater sur le terrain. Nous avions prévenu depuis longtemps. La carte consulaire en Côte d'Ivoire est biométrique, aussi sécurisée, sinon plus sécurisée que la carte d'identité. Demander à ce que l'on ait la carte d'identité dans ce laps de temps ne permettrait pas à un nombre important de nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Oui, mais le problème, vous l'avez posé effectivement de par le passé, mais après, on ne vous a plus entendu sur la question. C'est comme si finalement vous êtes résigné à reconnaître que c'est possible. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut encore poser ce problème? Non, nous l'avons posé. Lorsqu'on dialogue, on se parle, on se comprend. Nous avons tenté de faire comprendre au gouvernement de ne pas aller dans ce sens. Le seul point qui a été de non-accord au dialogue politique, c'était d'ailleurs le vote des Burkinabés et de l'étranger sur la base des cartes consulaires. La majorité s'est littéralement opposée. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on dialogue à deux, on décide par consensus à ce dialogue politique. S'ils nous sont opposés, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Nous avons dénoncé plusieurs fois, mais écoutez, les choses sont restées comme telles. Donc le gouvernement a la responsabilité de tout ce qui se passe actuellement au niveau... Vous parlez de fraude. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous appelez fraude? Mais ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, la loi, c'est sur quelle loi on fait l'enrôlement? C'est sur la loi votée en 2018. La loi à laquelle toute l'opposition s'est opposée. Parce qu'il était dit que le vote se fait dans les ambassades et dans les consulats. Et il n'y avait pas la carte consulaire non plus, comme document de votation. Cette loi, après la discussion au dialogue politique, on est allé dans le sens de permettre que l'on puisse voter en tout autre lieu, en accord avec le pays hôte. Il y a les ambassades, il y a les consulats et tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Mais je pense que la CENI s'était organisée pour occuper les communes et les autres lieux en accord avec le pays hôte. Mais comme la loi n'a pas été votée, le 27 janvier, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du ministre d'État chargé de l'administration territoriale. Le 27 décembre 27 décembre. Et nous sommes inquiétés. Si l'on va pour enrôler, c'est sur la base de quelle loi? Et à l'unanimité, avec le ministre, plutôt le vice-président du MPP, Simon Compaoré, le président de l'UNIPS, Benoît Sankara, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, et moi-même, président du CDP, nous avons recommandé vivement que l'on reporte les choses. Le ministre d'État a fait ses rapports, a envoyé les documents au Premier ministère, qui a envoyé une lettre au président de la CENI. Vous avez vu la lettre circuler sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes étonnés que l'on garde ces mêmes dates. Alors, s'ils y vont, ils ne peuvent enrôler que dans les ambassades et dans les consulats. Aller le faire ailleurs, c'est aller contre la loi. Voilà un peu la situation. Mais nous avons observé que malgré tout, dans les écoles, je pense que le MPP avait déjà organisé les gens pour faire des cartes, des certificats de nationalité afin de faire des cartes d'identité. Ce n'est pas moi qui le dis. Les gens ont été pris la main dans la poche. Donc l'ambassadeur s'est déporté sur les lieux et a fait arrêter les choses. Ça a été dénoncé par nos militants là-bas, les militants du CDP, les militants de l'UPC, les militants du CFOP. L'ambassadeur a été mis au courant de... Bien sûr qu'il est au courant. Il a été mis au courant, il a fait arrêter. Donc nous attendons les suites qu'il donne à cela. C'est ce que nous avons observé à Abidjan. Si ça se passe à Abidjan, c'est que ça passe dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également. Il faut que l'on arrête cela, que l'on soit transparent. La réussite de ces élections cette année suppose que dans tout le processus, il y ait
la bonne foi et de la transparence. C'est vrai que cette cacophonie, entre guillemets, entre le travail de délivrance des CNIB et ce travail d'enrôlement qui se fait concomitamment, ça pose véritablement un problème justement pour les électeurs. Ça pose un sérieux problème. Le directeur général de l'ONU a souhaité dévancer la CENI pour pouvoir établir les cartes d'identité. Il a beau crier, personne ne l'a écouté. On dit il faut venir. Et c'est la CENI qui dévance l'ONU. La CENI va rouler sur la base de quels documents? Sur la base de la carte d'identité qui ne sont pas confectionnés. Lorsque, toujours dans il y a peut-être des Burkinabés qui ont le passeport et la carte d'identité. Oui, où sont-ils? Lorsque l'ONU était parti pour enrôler, pendant son séjour, l'ONU a pu enrôler que 4000 personnes. Vous voyez, il faut une organisation, il faut de la communication. Nous faisons le maximum, donnons le maximum de communication au niveau de nos militants, mais il faudrait qu'il y ait une organisation matérielle conséquente qui puisse recevoir les gens. Vous n'allez pas vous asseoir du matin jusqu'au soir pour se faire enrôler. Et ce sont des ouvriers, la plupart de nos compatriotes là-bas, qui ont une permission pour y aller. Il y a quelques chefs d'entreprise, mais on ne passe pas une journée pour se faire enrôler. Est-ce que votre rôle ne devrait pas dépasser 5 minutes pour enrôler? Est-ce que votre rôle en tant que parti politique aussi n'est pas déterminant dans la réussite du processus justement par la mobilisation et la sensibilisation de vos militants? Bien sûr. Est-ce que vous faites ce travail? Mais nous avons déjà fait ce travail et nous continuons de le faire. Mais il faudrait qu'il y ait des équipements adéquats et qui soient fonctionnels et qui puissent recevoir plusieurs personnes à la fois. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, de sorte que lorsque les gens viennent, ils attendent pendant 2, 3, 4, 5 heures, même une journée, qui n'arrivent pas à s'enrôler, ils sont obligés de repartir, ils ne reviendront pas. Et que comptez-vous faire à partir de ce constat que vous avez dressé? Que comptez-vous faire? Je pense déjà qu'il faut se poser la question si cet enrôlement est légal ou pas légal. Parce que si on passe à une nouvelle loi, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été enrôlés aujourd'hui? Il faut que par consensus, on accepte qu'ils sont bons, ou c'est bon, et on continue, ou c'est pas bon. Mais il faut, le CEFOP a vraiment recommandé qu'il y ait une prolongation des délais, que la CENI et l'ONU puissent séjourner davantage, ou qu'on puisse faire une reprogrammation pour aller compléter l'enrôlement. D'abord délivrer les cartes d'identité et l'enrôlement. C'est ce que nous avons recommandé. Nous avons également recommandé que le gouvernement prenne des mesures pour pouvoir prolonger la vie des cartes d'identité périmées. Au dialogue politique, nous avons évoqué la question. Et ça fait partie des accords. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Vous imaginez que tout ce monde qui a ces cartes périmées, matériellement, le gouvernement n'a pas le temps de les renouveler. Donc nous avions proposé de leur donner une vie jusqu'en 2021 par une décision, je ne sais pas laquelle, du président ou une loi, je ne sais plus quoi, mais en tout cas que l'on trouve cette solution de rallonger la vie. Cela permettrait aux gens d'avoir des documents et de s'enrôler immédiatement. C'est ce que nous avons voulu. Et que les statistiques soient données au jour le jour dans la transparence. Merci d'être passé sur le plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. La suite de ce journal, vous restez avec nous. Elle était devenue moins active sur le champ de la société civile, préférant plutôt les sorties sur les réseaux sociaux. Safiatou Zongo Lopez se relance sur le terrain de l'action en tant que leader d'OSC avec des camarades. Elle a lancé ce jeudi le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et la cohésion sociale du Burkina Faso, un mouvement qui souhaite le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et de l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Arsène Konitambe. Sur une même table, Safiatou Lopez et Issa Kalengani, des acteurs qui dans un passé récent se supportaient difficilement. Mais la paix au Burkina Faso vaut bien de sacrifices. Réunis au sein du mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale du Burkina Faso, ils voudraient faire de la pédagogie par l'exemple et inviter tous les Burkinabés à marcher ensemble sur la route de la paix. C'est dans le souci de voir tous les Burkinabés se parler, se considérer, se respecter et se réconcilier entre eux-mêmes et avec leur histoire que nous avons initié ce mouvement pour apporter notre part de contribution à la réussite de la réconciliation nationale. Afin de parvenir à une nation viable, sans haine, ni division, ni rancune, dans un État où les droits des citoyens seront rigoureusement respectés conformément à la loi. Selon ce mouvement, la paix serait un repas difficile à concocter en l'absence de certains exilés politiques. Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida, des personnalités qui comptent dont il va falloir tenir compte pour aller à un dialogue national inclusif.
Moi, je pense qu'on peut trouver une solution pour cela. Mais cela, il faut une volonté politique. Il faut que le président du Faso regarde, trouve la pertinence, trouve la solution pour que nous arrivions à un apaisement. Parce que nous tous qui sommes là, vous qui êtes la journaliste, vous ne pouvez pas dire que la situation du Burkina aujourd'hui vous convient. Mais nous avons l'ambition d'arriver à un dialogue national, inclusif et sincère. Quelqu'un a parlé de la sincérité, oui c'est sincère. Parce que si je ne suis pas pour quelque chose, je n'y vais pas. Le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale du Burkina Faso est une organisation composite. Elle regroupe entre autres des leaders d'organisations de la société civile, d'anciens ambassadeurs et des militaires à la retraite. Voilà, donc un mouvement qui prône le retour de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida. Au niveau du CDP, c'est une démarche que vous saluez. Bien sûr, d'autant plus d'ailleurs que nous voyons des insurgés aux avant-postes. Nous avons certainement critiqué l'insurrection, mais nous avons tiré des leçons. Aujourd'hui, ces insurgés se rendent compte que le Burkina est en train de s'enliser et se rendent compte également que depuis 2016, nous appelons à la réconciliation et aujourd'hui, ces organisations de la société civile se lancent pour qu'il y ait un retour de l'ancien président Blaise Compaoré. C'est tant mieux. Nous sommes très très ravis que cela se fasse aujourd'hui avec les insurgés, qu'ensemble, main dans la main, nous travaillons à ce qu'ils rentrent le plus tôt possible et que nous construisions un pays et que nous développions le Burkina Faso. Merci, Eddy Kombrimo. C'est moi qui vous remercie. La suite, le soulagement, c'est pour la fin de l'année. Sacoincé, Koudougou, c'est 42 km, mais un vrai calvaire pour les usagers. C'est une voie très dégradée. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce jeudi. Abdoulaziz Saré. Rouler doucement pour dévier les nids de poules, tout en gardant le pied sur le frein pour ralentir à temps. Rallier Sacoincé à Koudougou en voiture ou en moto est un véritable parcours du combattant. Plusieurs heures sont nécessaires pour parcourir ce tronçon qui n'est long que de 42 km. Ce calvaire fera bientôt partie du passé grâce à la réhabilitation de cette partie de la RN14 dont les travaux sont ainsi lancés. Aujourd'hui, nous allons commencer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 14 qui va contribuer à renforcer le développement de cette région. Cette route fait partie d'un échantillon d'un large programme que nous sommes en train de développer aujourd'hui pour faire en sorte que le développement de la route puisse contribuer au renforcement des actions de développement du chef de l'État. En tout cas, je voudrais donc remercier la population d'être sortie aussi nombreuse pour venir apporter le témoignage de leur soutien à l'action du gouvernement et à l'action du chef de l'État. Ces travaux de réhabilitation s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Son délai d'exécution est de 12 mois. C'est une reconstruction totale de la route qui sera effectuée. Depuis la couche de fondation en gravelé latéritique à la couche de base en gravelé latéritique amélioré au concassé pour lui donner une solidité et un revêtement en béton bitumineux pour permettre aux populations et aux usagers de glisser parfaitement sur cette route. Et ces travaux démarreront ici à Koudougou. Ces travaux démarreront à Koudougou, mais en même temps, une autre brigade sera à Sacoincé pour démarrer les travaux, pour que nous essayions de rattraper un peu le retard et que nous fassions tout pour que ces travaux s'achèvent le plus rapidement possible. Le coût des travaux de la réhabilitation est estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Il sera financé à 95% par la Banque ouest-africaine de développement. La Banque ouest-africaine de développement nous a accordé donc 30 milliards de francs CFA pour financer les travaux de cette route nationale numéro 14, mais aussi les travaux de la route Ouagadougou-Kongoussi, que vous savez être dans un état difficile. Également, les travaux de réhabilitation de la voirie à Ouagadougou et de nouvelles constructions de voiries à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Selon le ministre des Infrastructures, d'autres routes nationales seront bientôt bitumées dans la région du centre-ouest. Ce sont entre autres l'axe Sabou-Léo et l'axe Koudougou-Yako. En matière d'énergie, l'Allemagne veut en finir avec le charbon. D'ici à 2038, toutes les mines et centrales à charbon seront fermées.
l'Allemagne fait un pas de plus vers la sortie du charbon. Le plan vient d'être dévoilé. Toutes les centrales utilisant ce minerai fermeront d'ici 2038. L'État et les 4 régions qui abritent des bassins miniers se sont mis d'accord mercredi soir sur un calendrier et sur les indemnités qui devront être versées aux entreprises. Le plan prévoit 4,35 milliards d'euros pour les exploitants de centrales à charbon. La première centrale fermera le 31 décembre 2020. Ces négociations ont été difficiles, elles ont duré longtemps, de mon point de vue trop longtemps. Mais le résultat est bon, nous sommes le premier pays à quitter le nucléaire et le charbon de manière contraignante et c'est un signal international important que nous envoyons. Dans un plan adopté en décembre sous la pression des défenseurs du climat, l'Allemagne s'est fixé l'objectif de diminuer de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à son niveau de 1990, alors qu'elle est déjà assurée de manquer ses objectifs climatiques pour 2020. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur notre chaîne. Bonsoir.